parce que je ne veux pas coller des étiquettes. Il y a beaucoup de contenu pour stimuler ta réflexion, pour que avant de devenir architecte de ta vie, tu deviennes philosophe de ta propre vie. Parce que, regarde, que fait un philosophe? La démarche philosophique, c'est prendre des notions et réfléchir autour de ça, observer. Observer extérieurement, observer intérieurement et structurer une pensée autour de ça, non? Une cosmovision. Bon, c'est exactement ce que je fais moi dans ma vie et ce que j'aime proposer dans l'espace éducatif. Que tu développes ta cosmovision, qui soit alignée et en résonance avec ton âme, que tu crées en même temps, de façon simultanée, si tu veux, ton code éthique qui soit en cohérence avec tes paradigmes de conscience. Et que aussi tu formes ce que j'appellerais ton manuel d'opération, qui est celui qui te permet d'intégrer tout à la 3D, d'intégrer ta cosmovision, d'intégrer ton code éthique. Tu as, ça c'est ma vision, ça c'est ce qui est important pour moi, mes valeurs, et ça c'est comment je m'y prends. Alors, celles et ceux qui sont dans le programme depuis un moment, qui ont déjà fait par exemple Roadmap, minimum 2 tours avec moi, savaient que cette histoire de mode opératoire, de méthode, pour moi n'est pas un truc que l'on grave sur la pierre et c'est bon quoi. Ça c'est mon mode opératoire et c'est comme ça que je vais fonctionner à 20 ans, à 25 ans, à 50 ans et à 60 ans. Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Parce qu'on change, heureusement. On évolue. Et donc, quelque part, notre cosmovision, notre code éthique et notre manuel d'opération sont des instruments de gestion de la vie qui évoluent avec nous, non? Et en fait, dans ma proposition, dans le programme Architecte de ma vie, il y a tout pour t'aider à faire ça, pour t'accompagner, pour nourrir tes réflexions. Bien sûr que j'utilise beaucoup le langage symbolique astrologique parce que je le kiffe, je le trouve très ludique et intéressant, mais il y a également d'autres langages symboliques dont je me sers et d'autres dont je ne me sers, qui pourraient te servir également. Tu n'es pas obligé de faire tout ça qu'avec l'astrologie, ça c'est sûr. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que tout ce travail ne peut être fait que par toi-même, que c'est un cheminement personnel qui demande une intime et profonde communication avec soi. Tous les jours, non, parce que il faut vivre aussi la vie, ok? Je suis devenue une philosophe de ma propre vie et ensuite une architecte alchimiste de ma propre vie à la suite d'une question qu'on m'a posée quand je démarrais à peine mon parcours thérapeutique. Que ma thérapeute m'a demandé « Mais quelles sont tes projections de vie à d'ici 5 ans ?» Et j'ai bugué. J'ai dit « Genre, je sais pas moi, je vis au jour le jour. Je suis dans l'instant présent. » Tu vois, et toutes ces salades qu'on se raconte qui viennent de déformations perverses de savoir spirituel très important et qui en fait font qu'on soit dans une catastrophe de vie et qu'on soit en train de vivre une vie qui nous dévalorise en fait. Donc, cette communication intime et profonde avec toi te permet de créer ta cosmovision, ton code éthique. Voici ce qui est important pour moi en ce moment. Voici ma vision de la vie. Et tout ce qui se passe dans ta vie sont des petites briques qui viennent se rajouter. Et de temps en temps, tu prends le temps, avec les rétrogradations des planètes par exemple, pour regarder ton truc et dire oui, comment moi j'ai évolué, comment ma vision a évolué, quelles vertus ai-je développées ou consolidées au cours des derniers temps
comment cela a étoffé mon code éthique, forcément. Et donc, est-ce que mon manuel d'opération, il est toujours d'actualité? Et quand je parle de manuel d'opération, mais vraiment, je parle d'avoir des trucs par écrit. Tu sais, il y a de nombreuses fois en consultation avec mes coachés, très nombreuses, mais aussi dans les interventions en direct que je fais avec les membres architectes, que les gens me disent un truc, non, par l'inspiration, parce qu'ils sont en train de comprendre au cours de notre séance, que ce soit de formation avec les membres architectes ou que ce soit de coaching avec mon coaché, il y a eu une transmission, il y a eu une compréhension dans l'échange et tout, et tout à coup la personne elle canalise un truc trop plein de sens et puissant, et je me vois à chaque fois en train de dire note-le. Dans ton carnet, tu vas noter ce que tu viens de dire. Et tu vas revenir le revisiter, tu vas le relire, tu vas te le rappeler, tu vas voir comment tu peux vraiment incarner cette idée inspirée et que tu viens de canaliser en ce moment. Parce que c'est faux, messieurs et mesdames, que tu l'as eu dans ta tête une fois et ça va rester pour toujours. Non. Une chose, c'est canaliser et une autre chose, c'est matérialiser. Faire descendre cette information de ton chakra couronne à ton chakra racine, petit peu par petit peu, et comment toi tu t'aides à faire ça. Il n'y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus qui c'était, il y avait une cliente qui me disait « Oui, mais c'est bien de noter et de revenir dessus, parce que si je ne le note pas, j'ai l'impression après que ma compréhension ou que la puissance de cette information que j'avais eue qui était tellement claire à ce moment-là, eh bien ça s'efface, ça s'estompe. » Ça, c'est un symptôme classique d'une idée qui a été canalisée et qu'on n'a rien fait avec elle. Mais non, nous, il faut qu'on la ramène vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers nos chakras inférieurs qui sont ceux qui gouvernent notre parcours dans la 3D. Voilà. Et on se sert de nos outils. On écrit, principalement on écrit. Quand on écrit, quand tu écris, c'est comme si tu étais en train de jeter des sorts dans la 3D. Il y a une magie très puissante, le jeu qui se fait entre ta main qui bouge pour écrire des propos et ton œil qui regarde ça manifester déjà extérieurement, tu vois. Et écrire, je sais qu'aujourd'hui on est hyper digitalisé, mais écrire dans l'ordi, dans ta tablette, dans ton téléphone n'a pas le même effet. Le mouvement de la main, qui est comme une espèce de... L'écriture est une espèce de dessin. C'est comme quand l'architecte s'assoit et commence le toit, les murs. Je vais mettre comme ça, une porte ici. Elle va s'ouvrir dans ce sens-là pour bien utiliser l'espace. Et quand on devient philosophe de sa propre vie, et qu'on écrit, et qu'on pose nos réflexions, nos introspections, nos compréhensions par écrit, et qu'on fait nos bilans par écrit, et tout ça, on est en train de dessiner. On est en train de dessiner notre vie, le projet de notre vie, pour qu'on puisse le voir, on puisse s'en occuper. Donc en fait, dans les différents dossiers de l'espace éducatif, je pose toutes ces briques avec lesquelles toi, tu peux bâtir ta philosophie, ta cosmovision, qui, comme je te disais tout à l'heure, n'est pas la mienne nécessairement. Je te livre les ingrédients et tu fais avec ta propre composition. Comme je disais tout à l'heure, la création de notre cosmovision est un ongoing process. C'est quelque chose qui est en évolution. On grandit, on évolue et on accède à des dimensions de compréhension et de savoir qui nous étaient invisibles jusque-là. Moi, j'ai fait une méga leçon je pense qu'elle dure 1 heure ou 1 heure et demie, qui s'appelle la loi de l'offuscation, où j'ai parlé de ça, de pourquoi il y a des informations elles sont là et on ne les voit pas, parce qu'on doit débloquer des niveaux de compréhension et on le fait par notre expérience. Instruction, expérience. Pour devenir philosophe de ta vie, tu n'es pas obligé de le faire avec l'astro. Moi, j'aime beaucoup l'astrologie, mais on n'est pas obligé de suivre l'astro. Mais il y a aussi un discours mais ça va arriver naturellement. Tu vois, ça se fait tout seul, tôt ou tard.
Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Ça se fait pas tout seul. Si toi, tu ne mets pas de l'intention et de la conscience dans l'observation de toi, de ce qui se passe autour de toi, de comment tu communiques avec ce qui se passe autour de toi, parce que ta communication avec ce qui se passe autour de toi va parler également de ces valeurs, de ce code éthique, de ce qui est important pour toi, qui bien sûr va participer à ta cosmovision. Et si tu ne mets pas de la conscience et de l'intention dans tout ça, eh bien, tu peux tomber moi, j'ai identifié quand je préparais tout ça, 3 difficultés. La première, c'est l'errance, genre perdu. Non mais parce que j'ai consommé un tout petit peu de ci et j'ai consommé un tout petit peu de ça, je n'ai pas une bonne qualité d'instruction, d'information, je ne prends pas ça au sérieux et donc gère. Non? Et rien ne ressemble à rien et je me raconte des trucs comme mais tout est connecté, ce qui est une vérité absolue, ce qui est une vérité universelle, pardon, mais pas n'importe comment et pas dans l'absolu. Et donc voilà, on peut se perdre on peut totalement se perdre. Le deuxième danger de penser que ça se fait naturellement et n'importe comment, c'est le bypass spirituel. Le bypass spirituel, dont j'ai déjà parlé, tu trouves du contenu dans mon blog, si tu écris bypass ou contournement spirituel, est un grand danger qui nous guette comme ça dans les recoins de notre parcours de développement personnel et spirituel, et qui est ce stade où on se sert des apprentissages que nous avons faits à un niveau intellectuel sur les pratiques de l'esprit et le développement personnel pour justifier des comportements non vertueux. Alors, je ne vais pas t'expliquer le bypass spirituel ici parce que j'ai déjà fait des capsules, mais c'est par exemple comme une personne qui vient te dégueuler dessus toute sa rage parce qu'elle a de la colère ou parce que de la frustration ou quoi que ce soit, et elle termine par désolé, c'est ma lune en bélier, ou désolé, c'est ma Lilith, désolé excuse-moi. Non, ça, c'est du cynisme et une grande irresponsabilité, aussi bien émotionnelle que spirituelle. Ta lune en bélier, ou ta Lilith, ou ton Mercure en bélier, ou j'en sais rien, tu te le gères. Ce que tu viens de faire en venant m'agresser, me parler comme ça, etc., c'est ce qu'on appelle du dumping émotionnel. Ok? Et c'est ne pas te faire responsable de ton contenu émotionnel à toi. Alors peut-être que moi j'ai été ton trigger et je veux bien qu'on en discute dans le respect de ma personne également. Tu ne me parles pas dans ce ton-là, tu ne t'adresses pas à ma personne dans cette qualité-là. Et tu certainement n'utilises pas tes codes astrologiques pour te justifier. Non? C'est ça le bypass spirituel. Le bypass spirituel a multiples formes. Dire que tu n'arrives à rien matérialiser parce que tu as Mars en maison 12 ou parce que ton Mars il est rétrograde ou que je sais pas, vis des relations abusives parce que tu as la Vénus, elle est en conjonction à ton Pluton, ce genre de choses. Pour les personnes qui ne connaissent absolument pas l'astrologie, le bypass spirituel se fait aussi parce que moi je suis dans cette relation parce que c'est le karma, ou je suis dans ce boulot parce que c'est le karma, je suis en train de payer mon karma, et donc elles délèguent leur responsabilité de la 3D de dire non, maintenant je me respecte, maintenant je sors de cette relation abusive, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, et maintenant je pose des limites. Mais c'est le karma. C'est le karma, et tant pis pour moi, je paye mon karma, ou quand le karma s'arrêtera, et ça, c'est du cynisme spirituel, c'est du bypass spirituel, et c'est un autre danger de ne pas avoir une instruction et des espaces de réflexion qualitatifs, professionnels aussi. Et puis il y a bien sûr que l'infernalité du karma. Ça, c'est la troisième danger, c'est quand on ne s'instruit pas,
Quand on n'est pas au courant qu'on fonctionne principalement à travers des conditionnements, des schémas émotionnels et psychologiques, etc., etc., eh bien, quand on ne sait pas tout ça, on tombe et on tombe et on tombe et on tombe. Et au pire, pour les personnes qui observent un tout petit peu et qui se disent, quand même, non, comme moi j'ai un couple d'amis où lui a remarqué que la période pile avant l'anniversaire de elle est systématiquement pas bien. Alors ça correspond astrologiquement, le soleil est en train de transiter dans ce qui serait la maison 12 solaire, donc voilà, c'est des moments de faim, c'est des moments de purification, bref, à un niveau astrologique ça s'explique. Mais lui, il ne s'y connaît pas en astro, et moi je vais pas lui faire la leçon d'astrologie. Et il dit, mais c'est quand même un truc de fou que toutes les années, à ces mêmes périodes, et elle, ah ouais, c'est vrai. Tu vois? Karma infernal. Jusqu'à ce que tu commences à l'identifier, jusqu'à ce que tu commences à te instruire, à te former, à chercher de l'information de qualité, à créer ta cosmovision, à définir ton code éthique, à mettre en place ton manuel d'opération et petit peu à petit peu travailler avec ces outils qui t'accompagnent et qui t'encadrent, et bien sûr avec ton équipe. Et comme moi, je fais partie de cette équipe qui t'accompagne, je veux t'expliquer que moi, je préconise toute approche philosophique qui valorise 1. L'élévation par les vertus humaines et 2. La vision holistique et systémique. Holistique, c'est-à-dire complète, globale, intégrale. Dans ma vie, on ne peut pas me parler de santé et considérer seulement la santé physique. On ne peut pas me dire, ah non, mais tu as une maladie ou tu es tombé malade et ceci n'est que physique. Non, je sais qu'il y a un tout qui participe. Je traite ma santé à 360 degrés. Et puis il y a ce côté systémique. Ceux et celles qui consommaient mon contenu savaient qui est super important pour moi de par ma formation en coaching, mais également de par ma cosmovision, elle est systémique. Et systémique veut dire que l'individu n'est pas tout seul. L'individu appartient à un système, à plusieurs même, qui sont imbriqués comme ça, les uns plus petits, unitaires, et de plus en plus grands comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau systémique collectif où on peut appliquer cette histoire de « everything is connected », tout est connecté. Mais dans l'approche systémique, on est aussi dans le zéro éliminé. Il n'y a pas des trucs à exclure ou à éliminer. Ah non, mais mon ego, je veux m'en débarrasser. Non, ne te débarrasse pas de ton ego, ça marche pas comme ça. Prends-le, embrasse-le, intègre-le, ton ego. Vis avec, ok? Et comme ça, plein d'autres choses, non? Et puis, l'équilibre yin et yang, super important. L'équilibre des forces masculines et des forces féminines. L'équilibre de l'extériorisation et de l'intériorisation. L'équilibre de donner et l'équilibre de recevoir sont les 3 règles principales de toute approche systémique. Et c'est les règles que moi je préconise. Je préconise des cosmovisions et donc c'est celles que je choisis d'intégrer dans mes transmissions. Et quand je transmets quelque chose, sache que avant d'en parler, moi, je l'ai vécu plusieurs tours, plusieurs cycles. J'aime pas juste, ah bon, c'est bon, j'ai fait 2 petits mois, comme ça, c'est bon, je vais en parler. Ou je l'ai lu dans un livre, ça a l'air trop bien, je vais en parler. Non. Et ça, c'est quelque chose que je vais aborder tout à l'heure. Donc, je préconise toujours des cosmovisions qui valorisent la conscience et la connaissance de soi, qui valorisent le dépassement de soi. C'est complémentaire, comme je te disais tout à l'heure, qui structure la psyché, qui renforce l'esprit, qui respecte les anciens, qui responsabilise l'individu et qui lui rappelle son appartenance, parce que nous ne sommes pas seuls. Ok? Et ça aussi, ça fait partie de l'approche systémique. Et surtout, qui intègre la dimension invisible de la vie spirituelle, émotionnelle et la dimension visible matérielle. 3D et 5D, si tu veux les voir comme ça, chacun les appelle comme il veut. Moi, c'est des termes que j'ai utilisés depuis des années et je trouve que ça véhicule la notion rapidement sans avoir trop à expliquer. Par la même occasion, je ne préconise aucunement les approches enfantines et ridiculisantes de la spiritualité. Je ne préconise pas du tout les approches égotiques de type
coach des années 2010, de ouais, le volontarisme, c'est toi qui changes ta réalité, tu fais un effort et si tu mets le paquet. Non. Je pense que tout ça déconstruit le lien entre la 3D et la 5D. Je pense que ça enfume. Je pense que ça encourage les caprices de l'ego. Parce que ce discours égotique et volontariste de coach des années 2010, il emballe l'ego qui dit « Ouais, c'est moi qui commande et je vais changer et je vais maîtriser le monde de la matière à coup de volonté. » Si on tombe dans les approches enfantines et ridiculisantes qui ignorent la dimension émotionnelle, et ça, j'ai de moins en moins de respect. Je vais peut-être regretter d'avoir dit ça d'ici quelques années, où je vais revenir en arrière et dire « Ben non, je ne pense plus ça ». Mais en ce jour de 20 mars 2024, je peux dire que j'ai de moins en moins de respect pour ces approches enfantines et ridiculisantes de la spiritualité, où la spiritualité est un jeu d'enfant, où on ne parle absolument pas de l'importance de connaître et de soigner sa dimension émotionnelle, et où on te vend des gourous qui, d'après eux, ont dépassé la réalité émotionnelle, parce que c'est des mensonges. Et ces approches-là dégradent la personne, parce qu'elles la dévalorisent et elles l'infantilisent. Elles encouragent l'enfant lunaire, comme je l'appelle, qui regarde un idéal qui n'existe pas, parce que le gourou qui se dit « Ah ben moi, jamais plus, je ne ressens plus de la frustration, jamais plus je ressens de la colère. Ah non, moi, tout coule de source dans ma vie. Depuis que je suis devenue, je sais pas, maître bouddhiste, méditateur ou j'en sais rien, jamais de ma vie, tout se fait naturellement dans ma vie. » Mensonge, de la fausse lumière qui me donne beaucoup de colère aujourd'hui et qui encourage que de nombreuses personnes restent dans leur position d'enfant en regardant ça comme un idéal. Un idéal, je te rappelle que quand on idéalise les personnes, on les rend irréels et on se rend nous-mêmes irréels parce que ça devient un truc intouchable. C'est comme si Dieu, en fait. On n'a plus un Dieu, on a une personne qui, elle est exceptionnelle et pas toi. Elle est exceptionnelle et pas toi. Bon, bref. Donc, ce type de discours infantilise les personnes, les déresponsabilise de leur vie, dégrade et dévalorise le concept de soi en le déresponsabilisant. Et on entre là dans des schémas de victimisation et d'apitoiement de soi qui sont la déchéance yin. Tu vois que je te parlais tout à l'heure de l'équilibre yin et yang. Bon, la déchéance yin, c'est ça. Je me victimise et je m'apitoie. Et attention, je précise là tout de suite que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de victimes. Il y a des personnes qui ont vécu des histoires de vie et des personnes qui ont vécu des histoires de vie pas si merdiques, mais qui ont été victimes. Victimes d'abus, victimes de maltraitance, victimes de beaucoup de choses. Mais une chose, c'est être victime. Et une autre chose, c'est tomber dans la victimisation. C'est complètement différent. Donc, je ne suis pas en train de nier qu'il y a de nombreuses situations où nous sommes victimes. Mais de là à tomber dans l'apitoiement et la victimisation de soi, il y a un abîme. Et quand on est là, dans la dégradation de notre image de nous-mêmes, de notre concept de nous-mêmes, là, on est dans la déchéance yin complet. On a perdu complètement connexion avec le yang qui est ce qui nous donne la colère et la niaque pour sortir de là et dire non, maintenant je vais prendre action pour moi et je vais m'en sortir et je vais réparer tout ça et je vais créer une vie plus chouette et je vais me reconstruire et tous ces trucs-là qu'on a besoin de se dire suite à une situation où on a été victime. Mais quand on est dans l'autre approche, non, d'encourager les caprices de l'ego et de le volontarisme, là, on est dans l'humain-dieu. Et l'humain-dieu devient dur, il devient inflexible, devient cruel et il devient déconnecté de la dimension émotionnelle. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien là, c'est le burn-out, messieurs et mesdames, parce que perte de sens complet. Et là, on est dans la déchéance yang, c'est-à-dire on s'est coupé du yin complètement.
Et le yin, c'est ce qui donne de la substance, c'est ce qui nous fait sentir de l'appartenance, c'est ce qui permet de connecter avec notre spiritualité. Alors, trop de yin, non. Trop de yang, non. Équilibre. Équilibre. Jusqu'ici, je pense que tu auras compris que mon approche, elle est pleine de bon sens, quoi. Rien de très sorcier, hein. Et dans cette cosmovision, ce que moi j'encourage, c'est la virtuosité intentionnelle et consciente. Nous ne sommes pas martyrs, nous sommes des héros et des héroïnes qui créons et cheminons en même temps notre propre mythe. Ok ? La méthode. Eh bien, la méthode demande plusieurs niveaux. Il y a un niveau définitivement d'instruction que tu peux faire à travers des lectures, des formations, des coachings, des thérapies. Hein, ça te sert aussi à ça. Observation. Réflexion et questionnement, et tout ça, disons que ça communique tout le temps, non? Avec ce que j'ai appris, je m'observe de nouveaux filtres d'observation, je réfléchis, je fais introspection, je me questionne pour explorer ou pondérer ma compréhension du monde et pour donner sens à mes expériences aussi. Et donc ça va me donner d'autres repères pour aller m'instruire et avec tout ça, structurer mon ordre de vie, structurer ma méthode, ce manuel de vie, l'écrire, écrire, faire le point, verbaliser. Non, c'est pour ça que thérapeutiquement, parler dans un cadre sain et structurant de ce qu'on a fait, réfléchir verbalement, échanger, c'est très valorisant de ce que nous faisons. Relire tes notes et intégrer tout ça. De dire, ah ok, c'est vrai, moi j'ai compris lors de cet échange avec mon thérapeute ou lors de cette séance life mapping qu'on a fait avec Milka, ou bref, j'ai compris ça, je l'ai noté. D'ailleurs, dans les séances life mapping, j'insère toujours des espaces de temps de réflexion pour toi, pour que tu notes les choses qui te sont venues à la tête et que tu les reprennes ensuite. Et au fur et à mesure que tu avances, et comme tu lis et tu fais le point, tu reprends tes carnets et tu te émerveilles de tout ce que tu écrivais à l'époque et tu te disais « Ah waouh, comme moi, ça m'arrive. J'étais tellement jeune et j'écrivais des trucs si profonds déjà. » Bon bref, eh bien tu évolues, mais aussi tu consolides cette notion de toi. Tu vois, tu t'individualises, tu deviens fort et forte de toi. Tu comprends? Bon, dis-moi si tu comprends, s'il te plaît. Et pour faire tout ça, eh bien, il est important que tu choisisses tes maîtres et ton équipe. De ceci, je vais te parler un tout petit peu plus dans une autre vidéo que je ferai justement autour de l'anniversaire d'architecte de ma vie. Donc le 4 avril concrètement, où je parlerai plus de comment devenir architecte de ta vie. Parce que là, on est plus en train de parler de comment développer la partie philosophe de ta vie. Et regarde que je t'ai déjà parlé, ça je ne l'avais pas noté, mais ça m'est venu à l'esprit maintenant, de comment les principes Jupiter et Saturne travaillent ensemble comme code de manifestation. J'ai fait plusieurs leçons au sujet même, ok? Bon ben, philosophe de ta vie, Jupiter. Architecte de ta vie, le grand bâtisseur, Saturne. Ensemble, tu construis des trucs merveilleux. Mais tu ne le fais pas tout seul. C'est pour ça que tu choisis tes maîtres. Et quand je parle de maîtres, je parle aussi des personnes qui écrivent les livres que tu lis, pas seulement les personnes auprès desquelles tu vas te former. Cette équipe, ce thérapeute, cette thérapeute qui va venir te soutenir et t'accompagner dans ta démarche. Quelle vie ont ces personnes? Pose-toi aussi la question. C'est quoi la cosmovision de la personne avec laquelle je suis en train de travailler? Parce que, regarde, comment peux-tu être en train d'apprendre sur l'amour inconditionnel de la bouche d'une personne qui est une catastrophe relationnelle? Sa vie est une catastrophe relationnelle. Mais comment? Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Et là, on est face à un grand paradoxe cosmique qui est celui de « je fais comme je dis » avant de transmettre et qui n'est pas du tout respecté de nos jours. De nos jours, c'est à la mode de dire « mais non,
dépasse ton syndrome de l'imposteur. Même si tu ne sais pas encore, tu peux communiquer, parler. De toute façon, on a TikTok et on a tous un téléphone pour parler de n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et donc, il y a le fait comme je dis, mais pas comme je fais. En ésotérique ancienne, ça s'appelle de la fausse lumière. Mais c'est du cynisme spirituel. Fais comme je dis et pas comme je fais. Mais comment ça? Si ce que tu es en train de transmettre a de la qualité, pourquoi tu le fais pas? Ah ben parce que le roi Salomon et son karma. Non. Ça, c'est du foutage de gueule spirituelle. Excuse-moi que je te le dise. Non. Alors, fais comme tu dis et ensuite transmets. Et quand tu fais comme tu dis, dans le respect de toi-même et dans la bienveillance, en sachant que tu es quelqu'un de constamment perfectible aussi, et que tu peux être totalement en cohérence avec toi-même aujourd'hui et quand même être en apprentissage. Que tu n'es pas dans cette dureté dont je parlais tout à l'heure, qui est l'excès de yang, qui est de « non, il faut que tout soit parfait ». Non, mais que tu es dans une véritable et authentique démarche de faire comme tu dis, et pas comme tu dis parce que tu es prof de spiritualité, mais comme tu dis dans ta cosmovision, comme tu dis dans ton code éthique, comme tu dis dans ton manuel d'opération. Et là, tu te rends compte que y a pas de syndrome de l'imposteur. Parce que tu n'es pas un imposteur. Tu n'es pas un imposteur. Tu es en train de respecter ton manuel pour devenir fiable à tes yeux. Tu as identifié que celle-ci était une valeur importante pour toi et tu agis en conséquence. Tu ne fais pas de concessions. Ça, c'est faire comme tu dis. Ça, c'est faire comme tu dis. OK? Parce que si toi, tu t'es dit, non, attends, le respect de moi, c'est important. Très bien. Et après, il y a ton chef qui t'appelle un dimanche à 11h du matin, et toi, tu réponds au téléphone, et tu te dis, ah ouais, je vais me mettre à faire la présentation parce que je comprends que vous ayez une urgence et que c'était pas prévu et que SOS. Non. Non, je me respecte moi-même. Le dimanche, c'est... Bon, moi, je sais pas si c'est pour toi, le dimanche, c'est vraiment un jour intouchable. Moi, pour moi, le dimanche, c'est intouchable. C'est mon temps pour moi, mon soleil, mon chéri, ma vie sociale, personnelle, etc., etc. Bon, bref. Donc, si le dimanche, toi, tu as identifié que c'est important pour toi ce jour-là, que le respect de toi, il est important. Ton chef, il t'appelle à 11h du matin et c'est que tu ne réponds même pas au téléphone. Tu ne réponds même pas au téléphone. Pourquoi? Parce que toi, tu es dispo pour ton chef à partir de lundi, alors que tu démarres le travail, je sais pas moi, à 8h30 du matin. Et pas avant. Et s'il a une urgence, il n'a qu'à la résoudre lui-même. C'est un monsieur grand ou une madame suffisamment grande. Mais si toi, tu es victime de tes conditionnements, là, tu commences à te dire, oh là là, ça va mal se passer, il va me dire que pourquoi j'ai pas répondu hier alors que légalement, il a même pas le droit, mais bon, bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu réponds. Et en répondant, qu'est-ce qui se passe? Tu te trahis à toi-même. Tu trahis ton manuel. Il y a une règle dans ton manuel, qu'elle soit explicite ou tacite, qui dit « Je me respecte moi-même et les dimanches sont importants pour moi, pour ma vie de famille, pour faire ce que je veux et certainement pas pour être en train de travailler sur un truc que mon chef n'a pas pu anticiper parce qu'il sait que je suis toujours là de toute façon. » Tu vois? Bon. Ça, c'est petit peu par petit peu dégradant de ta confiance en toi et de ton estime de toi parce que tu deviens une personne non fiable pour toi-même. Alors que, inversement, quand toi tu as fait ton travail, quand toi tu as fait tes réflexions, quand toi tu es là genre, oui, je sais que j'ai des conditionnements, qu'on m'a appris à donner priorité à tout le monde sauf à moi-même, mais je suis en train de changer ce narratif. Ça va être difficile, ça va être inconfortable sûrement. Il va y avoir des remontées de mes insécurités et peurs historiques, mais je suis consciente de ça et consciente de ça. Et ton chef t'appelle un dimanche à 11h du matin et tu ne réponds pas et tu es bien avec ça. Enfin, peut-être pas immédiatement, tout de suite après l'appel, mais tu te ramènes à un état d'apaisement, de respect de ta personne. Ces actes-là sont
extrêmement guérisseur de l'amour et de l'estime de toi, et du respect de toi et de ta relation avec toi-même. Donc quand tu fais ça, quand tu respectes ton manuel, tu deviens fiable à tes yeux, quand tu apprends à définir tes propres règles dans le respect de toi. Tu ne fais pas tes propres règles parce que Milka, elle a dit que pour elle, le dimanche, c'est important, pour moi aussi. Si toi, ton emploi du temps et tes circonstances de vie te laissent libre le mercredi et que c'est ce jour-là que toi, tu fais ce qui te chante, eh bien, choisis le mercredi. Ne te colle pas à la cosmovision d'une personne. Sers-toi de ce que tu apprends pour te poser toi les questions et dire « Et moi ? Et quel est le jour important pour moi ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que j'aime faire moi ce jour-là » Tu vois ? Bon. Et tout ça te fait avancer en cohérence avec ta boussole intérieure, la boussole de ton âme, ton GPS évolutif, qui est celui qui va te permettre de prendre les bonnes décisions et d'aller dans la bonne direction. Et que cette recette que tu es constamment en train de concocter de ta vie, eh bien, petit peu par petit peu, tu lui mets ta touche, parce que tu identifies quelle est ta touche. Que tu as lu The Miracle Morning, et toi, tu fais pas des Miracle Mornings, toi, tu te fais The Miracle Afternoons, ou tu te fais The Miracle Evenings, parce que tu marches mieux le soir à 22h que le matin à 6h du matin. Dans le respect de toi. Avec ta touche personnelle à toi, qui te parle à toi. Ok? Très bien. Comme tu as fait tout ce travail petit peu par petit peu et que ta cosmovision, elle est au service de ton évolution, c'est-à-dire ta lumière, elle doit également considérer l'ombre. Et dans ton manuel et dans ton code éthique, il doit y avoir des clés et des instructions et des stratégies, des techniques pour gérer ça. Une autre salade infantilisante est celle de « il faut que regarder la lumière ». Non, ça ce n'est pas réel. On ne peut pas que regarder la lumière. Il y a la lumière et l'ombre. Tu te rappelles que tout à l'heure on parlait de l'approche systémique et de rien exclure, intégrer. Ok, bon. Gérer l'ombre. Gérer l'ombre. Gérer l'ombre de quoi? De qui? De la tienne, bien sûr, celle des autres, mais aussi tout ce qui éveille ton ombre, la difficulté, la contrainte, les cataclysmes, comme les appelle Steiner, ou les traversées d'inframonde, comme je les appelle dernièrement, qui font plus partie de la philosophie ou la cosmovision chamanique. Les traversées d'inframonde. Quand tu descends chez Hadès. Quand Inanna arrive devant sa sœur Ereshkigal. Voilà, ça. Quelle est ta philosophie pour gérer l'ombre, pour gérer la difficulté, pour gérer les défis? Dans quelle qualité de toi tu traverses ces épreuves? Tu honores ces initiations, qui est un autre terme que moi j'aime beaucoup utiliser et qui est très fortement en résonance avec l'approche de l'ésotérique ancienne. Tout ça fait partie également de ton mythe fondateur. Et tu sais, dans toutes les mythologies, dans tous les mythes fondateurs, dans toutes les histoires, nous avons deux personnages. Celui qui incarne la lumière et celui qui incarne l'ombre, la noirceur et l'ombre. Le héros, et je ne sais pas comment on appelle ça en français parce que j'ai cherché avant de passer en ligne et je n'ai trouvé que le méchant, mais je trouve ça assez enfantin. En anglais, on appelle the villain. Tu vois? Le vilain. Regarde, dans le mythe sumérien d'Inanna, il y a Inanna, la lumière, non? Et Ereshkigal, l'ombre. Nous avons dans la mythologie chrétienne Caïn et Abel. Dans l'égyptienne, Osiris et Seth. À chaque fois, nous avons cette dualité qui représente l'ombre et la lumière. Et le mythe créateur derrière, aussi bien le héros que le vilain, sont les mêmes. Il y a toujours une douleur, une difficulté. Mais le vilain va dire, ou on va justifier le vilain en disant « Ah ouais, mais il est vilain parce qu'il a quand même galéré. » Et le héros dit « Ah oui, mais parce que j'ai galéré, que je me suis dit que j'allais le faire différent, que j'allais créer une autre réalité. » Moi, ça me fait beaucoup penser
Ah, Joseph, tout ce que je suis en train de te dire. Enfin, c'est lui que j'ai dans ma tête constamment parce que, sans dévaloriser les histoires de qui que ce soit, Joseph est un Ougandais que j'ai connu en 2006-2007 en Hollande. Il était boursé, il avait obtenu une bourse pour aller faire des études supérieures, un doctorat à l'université de Wageningen, et c'est là que moi je l'ai connu. Et Joseph était le paradoxe le plus délicieux que j'ai pu connaître dans ma vie et jusqu'ici. Parce que d'un côté, c'était un mec intellectuellement hyper costaud. Il était en train de préparer un doctorat, c'est pas fait pour n'importe qui à un niveau intellectuel, et il était boursé pour le faire, tu vois, une bourse à 100%. Et de l'autre côté, c'était la personne la plus délicieusement ingénue et naïve que j'avais du mal à concilier au début. Je disais, mais soit je suis en train de le survaloriser intellectuellement, mais non, mais quand même, il est dans un doctorat, soit c'est quoi cet autre côté? Parce que quand on l'a emmené pour la première fois sur la plage, c'était un gamin. Il avait jamais vu la plage. Et ce monsieur, il avait une histoire terrible, terrible dans sa vie. Sa famille entière avait été massacrée devant lui. Enfin, lui, il était caché dans une armoire. Il a vu comment, une à une, on violait sa mère, ses sœurs, et on les assassinait. Et la vie a voulu que lui, il survive, mais seul au monde, très petit, à l'âge de 9 ans, si je ne m'abuse. Dans cette histoire que les vilains, les méchants, ils sont comme ça parce qu'ils ont beaucoup trop souffert dans leur vie, Joseph aurait, disons, tous les jetons pour justifier d'être la personne la plus ignoble au monde. Et pourtant, c'était, comme je te dis, un délice de bonté. Mais vraiment, moi, je disais, toujours dans ma vie, je respecterai l'apprentissage que Joseph m'a laissé. Et il est parmi mes sources d'inspiration quand je traverse des trucs difficiles, parce que ce n'était pas j'ai laissé tomber, je ne crois plus en la vie, ou je fais semblant de, mais en fait je traîne une dépression. Non, non, non. C'est que lui, il avait l'intime, et il l'a toujours, et il est très joliment en train de le faire, conviction que lui, malgré cet épisode qu'il avait vécu dans sa vie, qui l'avait marqué profondément, il avait la possibilité de s'offrir la chance d'être heureux, d'avoir une famille, de leur proposer une situation de vie digne. Et il l'a fait. Il a une famille avec 2 petites, qui ne sont plus aussi petites que ça. Il a vécu à Wageningen très limité en ressources pour pouvoir envoyer une grosse partie de sa bourse à sa femme qui, elle, mettait de côté pour leur grand plan. Donc tu vois, il y a cette option de parce que ma famille a été trucidée, ma sœur a été, mes sœurs, parce qu'il en avait plusieurs, ont été violées et assassinées et dépecées. Enfin, horrible l'histoire. Et ma mère aussi. Moi, je ne crois en rien. Moi, je suis devenue une sale bête. Et moi, je vais me venger sur le monde entier à cause de ça. Et j'ai le droit. Mais il y a la version qui intègre l'ombre, qui dit oui, ça a été très dur. J'ai toujours, 20 ans après, il me racontait à l'époque, j'ai toujours des cauchemars où je me lève et je suis en sueur malgré tout le travail que j'ai fait sur ça. Mais c'est ça, ce mythe qui a fondé ma démarche de je veux faire quelque chose de lumineux et de beau pour ma vie. Je veux une femme dans ma vie qui n'est pas à subir ce que ma mère a subi, des enfants qui n'est pas à subir ce que j'ai subi, des filles qui puissent être dans un pays où elles soient respectées. Bref, choisir un comportement vertueux ou non vertueux dépend également de tout ce travail que je t'ai expliqué et d'en prendre conscience, de dire mais quelle est ma cosmovision? Mais quel est mon code éthique? Quelles sont mes valeurs, mes principes fondamentaux?
Pourquoi? Quels apprentissages suis-je en train de tirer des épreuves, des initiations de la vie? Comment j'intègre ça? Comment je me tiens? Comment je me tiens psychiquement et émotionnellement quand je traverse ces moments difficiles? Et ensuite, comment j'intègre ces apprentissages? Comment je leur donne sens? Et comment petit peu à petit peu, moi, je crée ce manuel de vie qui devient aussi mon legs, non? Parce que tout ça est en train de créer une trace dans ta ligne de vie vers laquelle tu vas pouvoir te référer et dire « Ah ouais, regarde, en 2016 j'étais dans ça, en 2008 j'étais dans ça, regarde 20 ans après tout ce que j'ai appris, comment j'ai évolué. » Et tout ça est très joli parce que c'est ce qui te permet ensuite de mettre toute cette information au profit des autres. Parce que tôt ou tard on arrive dans la vie, pas à un point où on dit « Ah ben moi j'ai tout vécu et c'est bon, j'ai fait le tour. » Non, mais j'ai cumulé quelque chose de très précieux comme expérience et comme savoir dans ce domaine et j'ai envie de rétribuer, j'ai envie de le mettre au service des autres. Mais avec cette base que je viens de te dire, et là je suis en train de terminer, tu es déjà en train de t'aligner sur ta mission de vie. Tu sais le nombre de personnes pendant toutes les années que j'ai fait des consultations astro qui sont venues avec cette histoire de je ne sais pas quelle est ma mission de vie, je voudrais savoir quelle est ma mission de vie, qui était comme genre en train de vouloir que je leur livre un truc prêt à consommer, de, ah ben c'est ça ta mission de vie. Ou qui pensent toujours, hein, il y a un nombre de personnes assez conséquent qui pensent que leur mission de vie se trouve dans un métier en particulier ou un projet en particulier. Ah, il faut absolument que je me mette à mon compte pour faire ma mission de vie. Non, non. Avec la base que je viens de t'expliquer, avec ton travail sur ta cosmovision, la création de ton code éthique, de tes principes et tes valeurs fondatrices de ta personne, et ton manuel de vie, et comment tu les travailles au fur et à mesure que tu avances et que tu intègres des apprentissages expérientiels. Avec ça, tu es déjà en train de t'aligner sur ta mission de vie. Et tu es déjà en train de cheminer une vie intentionnelle et consciente. Et donc pleine de sens. Pas besoin d'aller chercher je ne sais quelle mission de vie, que je dois devenir prof de méditation après avoir fait une formation où j'ai compris la moitié des choses parce que je n'avais jamais fait de la méditation. Mais bon, comme c'est d'actualité en ce moment qu'il faut faire de la méditation et de la spiritualité et que moi, voilà, ça me parle moyennement. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est vivre ta vie de façon intentionnelle et consciente. Et donc, inutile de chercher désespérément ta mission de vie dans un projet professionnel, par exemple, ou personnel. Parce que tu vis ta mission de vie, tu es ta mission de vie, tu incarnes ta mission de vie. Tu l'explores au travers de ta méthode philosophique, tu la chemines en vivant l'expérience et en faisant cet apprentissage expérientiel que je préconise tout le temps. Tu la construis avec ton manuel de vie. Tu lui donnes sens aussi. Tu valorises tout ce que tu fais avec ton manuel de vie. Et comme je te disais, tu laisses derrière toi un témoignage qui, un jour, si tu le veux, parce que tu n'es pas obligé, hein, mais si tu le veux, si tu as du jus et que tu as envie, tu vas pouvoir t'en servir, tu vas pouvoir utiliser ça, ce témoignage de ta vie, comme la trame pour tes transmissions. Et c'est comme ça aussi que tu deviens architecte alchimiste de ta vie. Mais de ça, je t'en parlerai un tout petit peu plus le 4 avril.